Bienvenue sur le podcast d'IVY. Je suis ravie d'être là. Je me suis dit, il faut que je me bouge parce que j'ai une porte qui s'ouvre et j'ai pas de matière. Vraiment, les premières scènes, j'étais en PLS, terrorisée. Il y a une forme d'engagement, tu vois, qui peut faire peur quand on est libre. Oh là là, c'est deep, Bah, deep, mais j'adore. Oh, c'est quand même cool ce qui se passe. Est-ce que tu vois, ça influence pas du coup un peu peut-être ton état d'esprit? C'est la première fois que j'ai parlé en interview. C'est trop bien. Exceptionnel et une coccinelle vraiment sur mon Ouais, micro. je l'ai vu. Je sais que tu l'as Trop vu. mignon. Tu fais le clap? J'aime bien. Fais le clap parce que... Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast d'IVY qui a du coup pour but de mettre en avant des personnalités, parfois médiatisées, parfois non. Et du coup c'est hyper cool parce que c'est enrichissant. Déjà moi en termes d'expérience c'est trop bien, mais c'est surtout trop bien je trouve de le partager aux gens. Donc parfois des gens qui ont des parcours qui font que c'est hyper inspirant de les découvrir, que ce soit des gens voilà, qui sont à la lumière ou pas. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ce contraste de gens qui parfois ne veulent surtout pas être à la lumière, parfois veulent l'être. Et c'est ça qui est hyper enrichissant aussi de découvrir. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec Madame Chabert, Olympe, Oui. artiste notamment. Mais je vais pas détailler trop parce que pour moi, Spoiler les questions. te dire artiste, ça serait une erreur parce que t'es plus que juste une personne qui chante, tu vois. Mais du coup, déjà pour commencer, Olympe, comment tu vas? Ben écoute, ça va bien. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là. Ça va très bien parce que c'est l'été, il fait chaud. Je suis ravie d'être accueillie ici. Je sors de scène, donc je suis encore dans une bonne énergie, une bonne émotion. Donc c'est cool. Je pense que je vais bien répondre à tes questions. Comme je te le disais, c'est hyper particulier pour moi parce que vraiment là, je suis dans ma maison de jeunesse, quoi. J'ai fait une petite métaphore là. Je trouve qu'elle était assez percutante. Quand je t'ai dit, c'est un peu comme s'il y avait le Rose Festival chez tes parents. Oui. Et du coup, je suis assez fier de ma blague là qui vient de me venir. Du coup, je te la remets là. Vas-y. Mais du coup, c'est hyper symbolique, tu vois, d'être là avec ma mère derrière et tout. Et du coup, absolument génial à vivre comme expérience. Et du coup, hyper contente de partager ça avec toi. Ben, je suis ravie, moi aussi. Et du coup, quelles sont tes actus un peu période été comme ça? Oui. Voilà, donc il y a eu cette soirée-là. Donc là, on est en juillet pour expliquer aux gens. Et donc, tu as fait une première partie de Fléau au lit. Tu peux dire un peu justement tes actus, période estivale? Ouais, là on est sur la période d'été, donc on fait beaucoup de festivals. On sort avec mes musiciens d'une période sur l'année où on a fait beaucoup de dates, beaucoup de premières parties, d'éco-plateaux, etc. Il faut savoir que nous on choisit pas où on va. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent de venir à des endroits. On choisit pas, on prend les opportunités où elles sont et voilà. Mais donc là on a fait beaucoup de premières parties de Zénith aussi, de Flo et Oli, c'était trop bien, incroyable. Et là on fait aussi certaines premières parties de festivals, mais on fait aussi des plateaux où juste on est booké en tant que, enfin pour notre projet à nous, enfin mon projet Olympe Chabert. Et du coup c'est vachement bien aussi d'être c'est enrichissant d'être programmé pour soi parce que les gens sont là aussi pour te voir, même s'il y a des découvertes, mais au festival, voilà, il y a souvent beaucoup de gens programmés, mais en première partie, voilà, on défend pas forcément que son projet, il y a aussi l'autre groupe derrière, et en fait c'est bien parce qu'en festival, on a le temps aussi de jouer plus que 30 minutes. On peut jouer des 40, des 1 heure, donc c'est pour défendre les morceaux et le projet, c'est autre chose, c'est sympa. Parce que là, je réalise pas trop, je t'avoue, même la fréquence. Quand tu es sur des périodes estivales, j'imagine que ça dépend de beaucoup de choses, et notamment des programmations. Oui. Mais tu es en mode, c'est quoi ton rythme du coup en période d'été? Là, t'en as... Écoute, là, c'est assez calme. L'année dernière, on a suivi toute la tournée, donc on avait, je crois, plus de 10 dates sur juste le mois de juillet, donc on enchaînait pas mal. Donc c'est vrai que les entre-deux, on était un peu off, on se reposait. Là, vu que je suis pas, on n'a pas énormément de dates sur cette période, je fais beaucoup de studios aussi entre les deux. J'écris, enfin, je profite du temps entre les dates pour travailler aussi la musique, donc c'est chouette aussi. C'est un autre rythme. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un truc je trouve qui te définit, c'est que t'es pas quelqu'un qui peut être mis dans une case
Donc la case chanteuse. Là, tu me fais plaisir. Et là, je te fais plaisir. Et vrai. je ressens tellement ce truc, pas dans la musique, que malheureusement, j'ai souvent dit que j'aurais bien aimé faire The Voice si j'avais eu une voix pour faire The Voice. J'avais l'envie, mais j'avais pas la voix. Du coup, pour The Voice, c'est un peu le nom de l'émission. Oui. mais du coup, ouais, donc moi, dans d'autres domaines, mais du coup, je ressens, et je pense encore plus, du coup, quand les autres sont comme ça, tu vois. Mais parce que en fait, les gens aujourd'hui, et on en parlera après, c'est ta trajectoire qui fait que les gens te connaissent comme chanteuse. Mais il y a le côté musicienne, il y a le côté hyper intéressé par l'acting, par la comédie musicale, il y a il y a la danse même que tu as pu me faire, etc. Donc l'art, de façon générale en fait, c'est quel est le premier art qui arrive dans ta vie? Tu vois, à quel moment ça arrive sur ta route? Bonjour, je suis l'art. C'est marrant comme question. Écoute, je pense que c'est la musique. Ouais. Déjà, je pense que j'ai toujours entendu de la musique parce que mes parents en écoutent beaucoup, notamment mon père. Il y avait toujours... Mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune, j'avais 3 ans. Donc après, j'ai tout de suite fait 1 semaine sur 2. Et je sais que chez mon père, j'ai un souvenir de... constamment, il y avait de la musique en fond, en fait. Donc, des playlists, les goûts de mon père, quoi. Donc, il y avait de tout. Il y avait beaucoup de chansons françaises, mais il y avait aussi de la comédie musicale. Il y avait du cabaret, il y avait du West Side Story, il y avait du Gainsbourg, il y avait du Jane Birkin qui vient de mourir, paix à son âme. Énormément de musiques différentes, même du rock et tout. Et ça passait en continu. Il y avait tout le temps de la musique chez nous. Donc je pense que déjà ça m'a fortement influencée sur mes goûts musicaux, parce que du coup j'ai des goûts assez éclectiques. Et aussi le fait d'avoir peut-être une oreille musicale. Ma maman est chanteuse aussi, enfin elle a fait du chant lyrique, moi j'ai commencé par le chant lyrique du coup. Ah ouais. Elle a fait du chant lyrique, elle a fait de la comédie musicale aussi. Donc elle chantait beaucoup. Dans ma famille, on chante beaucoup du côté de ma grand-mère maternelle. Voilà, il y a tout le temps je pense que j'ai acquis l'oreille musicale déjà de par mes racines familiales voilà, la musique était très présente, donc je pense que c'est ça. Après les films aussi, on a beaucoup regardé de films les Demoiselles de Rochefort, pour reparler des comédies musicales, West Side, Air, tout ça. Et puis des séries, tout ça avec mon père. On avait un rituel avec ma sœur, on regardait beaucoup des films, des classiques. Donc je pense que ouais, j'ai été vachement bercée dans l'art de manière générale depuis que je suis petite, quoi. Je n'ai pas vraiment de premiers souvenirs, mais voilà. Puis j'écoutais des cassettes pour s'endormir. On a connu ça, nous. Ah ouais, les cassettes. Après, je crois qu'il n'y a plus les cassettes. Vraiment, c'est fini maintenant. Dernières années. Maintenant, c'est sur les téléphones, sur l'enceinte, machin. Nous, on avait des trucs en plastique avec des cassettes qu'il fallait retourner pour avoir la suite de l'histoire. Moi, je me souviens de ça, mais on était petits, tu vois. Mais c'est vrai que je me souviens de cassettes musicales, d'histoires autour des instruments. Je me souviens d'un truc qui m'a donné envie de me mettre au violoncelle, qui est le premier instrument que j'ai fait. C'était la princesse violoncelle, et il y avait une sorcière qui jouait du violon. Truc, en fait. Ouais. Et j'avais 4-5 ans, tu vois. Elle jouait du violon, ça pétrifiait les gens. Enfin, tu sais, j'ai des souvenirs liés. C'est quand même lié à la musique, on se rend pas compte, mais au final, je pense que ça fait naître des aspirations. Et sûrement. Tes aspirations, justement, tu les as eues assez jeunes, mais comment tu as vécu la période collège-lycée? Est-ce que dans ta tête, tu étais déjà en mode, en fait, c'est sûr que c'est ça, tu vois? Est-ce que l'art, la musique surtout, mais était hyper présente dans ta vie, et en fait, la trajectoire, elle a été évidente? Ou est-ce que ça a toujours été un truc de plaisir familial, même si tes parents étaient quand même un peu dans le domaine artistique? Mais est-ce que, tu vois, t'as direct collège-lycée, tu étais déjà dans ta tête en train de te dire, mais je veux ça, quoi? Oui, en fait. En fait, je pense que j'ai pas de souvenir de moi voulant faire autre chose que de l'art, que ce soit chanter ou jouer la comédie. Donc je sais que même collège-lycée, je savais que je voulais faire des études dans ce milieu-là. Je pensais faire du théâtre. Enfin, je faisais déjà en fait du théâtre, du chant. Je faisais déjà tout ça en extrascolaire, donc
je pense que je me suis toujours dit que j'allais faire ça. Du coup, si tout ce qui te plaisait était extra-scolaire, ça se passait comment le scolaire? Franchement, j'étais bonne élève. Hein. Ah ouais? Bah, en fait, j'avais des facilités. Déjà, j'étais dans un collège de ZEP, donc j'étais à Clichy. À l'époque, là, ça a un peu évolué, mais à l'époque, c'était un peu... c'était la banlieue, quoi. Tout simplement. Pas la banlieue... la banlieue calme, il n'y avait pas non plus c'était pas non plus la banlieue dangereuse, mais je me souviens que j'étais parmi les meilleurs de mon collège, sans grande difficulté, parce que j'avais une situation familiale stable, que j'avais... Voilà, quoi, j'étais... Je sais pas trop à quoi c'est dû, c'est social, hein, mais toujours est-il que j'avais du coup des facilités et que j'étais très 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 bonne à l'école. J'avais 18 de moyenne, je crois, jusqu'à la 4e. 3e, ça a dû baisser un peu. Au lycée, je me suis pris un petit rappel parce que j'ai changé de secteur. Je suis allée sur Paris. Donc, je suis passée du 92 au 8e. Et là, j'ai pris un petit truc à l'ego, là. Une petite piqûre de rappel de dire bah tiens, finalement, il faut peut-être travailler pour avoir des bonnes notes. Avant, je bossais pas, en fait. Et là, j'ai senti... Il y avait des matières où ça allait encore. Mais par exemple, les maths, les matières scientifiques, je rendais pas mes copies. J'avais des zéros. Enfin, j'avais 0 de moyenne, quoi, ou 1 de moyenne. J'étais là, mais c'est bon, je vais faire L, je m'en fous. Mais je mentais à mes profs, je disais, mais je vous l'ai rendu, la copie. Il était en mode, bah non, vous me l'avez pas rendu, madame Chavert. J'étais là, j'ai dû la perdre, machin. Enfin, c'était le bazar total. Ouais. Mais bon, je suis allée en L, donc au final, j'ai eu mon bac assez tranquillement. Et voilà, mais je me suis beaucoup basée sur mes facilités. J'avoue que je mettais pas beaucoup d'énergie dans l'école, quoi. J'étais assez maligne dans le sens où je savais à peu près où est-ce qu'il fallait que je travaille un petit peu pour garder des bonnes notes et tout. Et puis voilà, ça s'est fait assez tranquillement, quoi. Et au final, assez jeune, on parle de musique, c'est un des trucs clés au final quand on pense aux années plus tard, mais tu as commencé à faire des covers du coup, des reprises, mais assez jeune au final. J'ai vu que c'était là, parce que nous on a connu la période réseaux sociaux où tu fais des reprises quelque part, mais en fait c'est un truc qui était même existant avant de te dire pourquoi pas les mettre sur les réseaux, non? Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, en y repensant, je sais que déjà j'ai fait de la guitare assez jeune, donc du chant de la guitare, et du coup je faisais en fait beaucoup de reprises toute seule, juste dans mon coin ou devant ma famille, où j'avais plein de feuilles d'imprimés de musique que j'aimais bien avec les accords. Et oui, j'ai imprimé. Je me souviens, j'avais une petite guitare de voyage que je prenais avec moi, et dans les pochettes j'avais un paquet de feuilles de paroles, avec des trucs de Bruno Mars, je vois la Katy Perry, tu vois, des trucs comme ça. Et en vacances, je passais mes journées à faire ces petites chansons là, reprendre avec ma guitare. Et je pense que quand j'ai installé Instagram, j'ai dû l'installer en 2017, un truc comme ça, 2017-2018. J'ai dû poster. C'était pour ça du coup. C'était pas pour ça, c'était la pression sociale, je pense. Tous mes potes l'avaient, j'étais en mode allez, on le met. J'ai tenu un peu longtemps en me disant non, je vais pas l'installer, je suis au-dessus de ça. Puis après, j'étais en mode. Je reste aux cassettes. Ouais, grave. Et puis petit à petit, comme c'était un truc d'image, je pense que j'ai dû poster des covers. Je crois que celle qui date le plus, c'est 2018, donc juste comme ça, quoi. Puis après, c'était plus juste comme ça. Et après, il y a eu juste comme ça, et après, il y a eu une cover... Une cover iconique. Iconique. Moi, j'avoue que dans mon parcours, je m'attendais pas à ça, mais ça m'a changé la vie, cette cover. Ça m'a ouvert, en tout cas, une voie. Donc, la cover de Columbine, qui était un medley de leur album Adieu bientôt. Et j'ai repris... j'ai fait ça vraiment juste parce que j'étais fan à l'époque, je suis encore... je me suis dit, trop bien, je fais ma petite reprise. J'identifie les membres du groupe, je me dis, ça se trouve, ils vont voir. Ils voient, ils repostent. C'est l'UJBK qui reposte sur la page officielle. Je m'envole, c'est la gloire ou l'asile. Tu sais, tout n'est pas si facile quand le courant t'emporte. Dans tous les cas, je te vois de loin, car t'es forcément quelque part. On
attrape demain, là je peux pas. Ça prend plein de vues, je prends plein d'abonnés d'un coup, j'étais là wow wow wow. Déjà moi j'étais juste trop contente que un groupe que j'admire voilà me valide entre guillemets en disant c'est cool, on a bien aimé ta reprise, mais alors après tout ce qui arriverait après je m'en étais pas douté quoi, parce qu'après les gens m'ont dit vas-y continue, trop bien, des reprises guitare-voix en mode rap, trop marrant, trop cool, fais-en plus. Et j'étais là ok, je crée ma chaîne YouTube. Début du public. Let's go. Début du public, ça a bien marché. Et après, je me suis dit, bah, si je commençais déjà à écrire des chansons à l'époque. Et j'étais là, mais en fait, pourquoi pas faire de la musique moi, en fait, puisqu'il y a un public. Bah, carrément, ouais. Voilà. Et du coup, il y a eu fin lycée, donc tu as parlé du bac L, etc. Et ensuite, si j'ai bien suivi, 2 ans de conservatoire plus une année en classe libre au cours Florent, c'est ça? Exactement. Wow, tu as tes sources. J'ai mes sources. Oui, c'est ça. J'ai passé le bac et tout de suite après, j'ai passé 3 conservatoires. C'était des concours. Hein. Okay. J'en ai passé 2 en théâtre pur et 1 en comédie musicale. Et finalement, j'étais acceptée dans les 3 et j'ai choisi la comédie musicale parce que c'était le plus complet, c'était ça que je voulais faire. Je voulais pas choisir entre le chant et la comédie à l'époque. Donc je me suis dit comédie musicale. Dans une case. Exactement. Je me suis dit comédie musicale, c'est parfait pour moi. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux, je vais pouvoir danser. Voilà, j'étais hyper motivée à faire ça. Et c'est vrai que bah, c'était génial, quoi. J'ai trop kiffé. J'ai passé 2 ans là-bas. Et déjà, pour comprendre, comment ça se passe 2 ans là-bas? Parce que bah, en fait, c'est tellement différent d'un parcours d'études. Vrai. Alors déjà, c'est marrant parce que je m'étais inscrite à la fac quand même. Okay. J'ai été acceptée à la Sorbonne en art du spectacle. Ah oui? C'est une filière qui existe. Je savais pas. Okay. Je crois que je n'y ai jamais mis les pieds. Parce que je me suis dit... T'as dit si, j'ai mis les pieds, mais vous m'avez pas vu. Je crois que j'y suis allée une fois. Ouais. Je me suis dit, bon, si je suis acceptée nulle part, il faut bien que j'ai un parcours, il faut bien que j'ai quelque chose à faire. Donc, j'étais acceptée à la Sorbonne. Et après, quand j'ai eu mes conservatoires, j'étais là, bon, la Sorbonne, c'est gentil. Enfin, genre, je sais ce que c'est, les filières comme ça. Tu passes ton temps assis en amphi à étudier l'art du spectacle, mais tu fais pas beaucoup. C'est de la théorie, c'est beaucoup de théorie, un peu de pratique. Mais voilà, je me suis dit, à choisir, je vais dans le conservatoire. C'était en plus une formation... quasi gratuite, puisque c'est comment dire, c'est un truc public en fait, c'est une formation publique, donc tu payes 500 € l'année, alors que les écoles de comédie musicale qui sont des trucs privés, ça coûte 6 000 € l'an, et c'est pas forcément des meilleures formations, c'est pas une formation, mais c'est très cher, donc j'étais très contente d'être en public. Et alors bah, concrètement, j'avais cours tous les jours quasi, toute la journée, et on avait des cours de chant, de danse, d'interprétation, de chœur. On avait plein de cours différents en fait, tout lié à l'art en fait. Tout lié à l'art et tout relié à la comédie musicale. C'est-à-dire que moi j'avais un peu de culture par mes parents, mais j'ai fait quasi toute ma culture comédie musicale en étant dans la formation. Okay. C'est-à-dire que les profs m'ont énormément appris. Être au contact d'élèves qui sont fans de comédie musicale, qui ont envie d'en faire, ça m'a beaucoup appris. J'avais vraiment des lacunes et tout. Et j'ai vraiment découvert ce milieu, qui est un milieu quand même spécifique, même si on chante, on danse, voilà. Là, c'est spécifique, c'est de la comédie musicale, c'est un art particulier, très exigeant. Et ça m'a vraiment enseigné l'exigence et le fait de travailler... absolument tout le panel artistique pour pouvoir juste être au service d'une œuvre et performer du mieux qu'on peut. Et aujourd'hui encore, je me sers de toutes ces choses que j'ai apprises dans mon projet à moi. Je m'en sers tous les jours, quoi. C'est adaptable à d'autres choses, mais c'est vraiment une base très solide. Je recommande à tous les artistes de faire une formation de comédie musicale. C'est vraiment très, très enrichissant. Et la différence avec Cours Florent, du coup, qui pour moi est encore une fois un truc hyper flou, tu vois. Cours Florent, donc c'est... les Cours Florent, déjà, c'est une institution, c'est voilà. Et donc, ils ont plusieurs classes. De base, c'est le théâtre, mais ils avaient ouvert, du coup, cette année. L'année où je finissais mon conservatoire, ils ouvraient une classe
libre. Donc libre, ça veut dire Libre. sur concours. Ça veut dire... Oui, libre encore, on y revient. Ça veut dire moins cher, Ok. mais avec un concours plus... pas difficile, mais plus élargi, quoi. Il y avait beaucoup de demandes. Et c'est une formation un peu, j'ai pas envie de dire élite, parce que c'est bête, enfin, c'est pas vraiment ça, mais peut-être un peu plus poussée, plus complexe. En tout cas, nous, on avait nos cours au Théâtre Mogador. Donc déjà, c'était une opportunité en plus que n'avaient pas les classes dites normales. Ok. Donc on avait nos cours au théâtre, ce qui était incroyable. Et je trouve que c'était plus exigeant. Je pense de par la notoriété du cours Florent. Enfin, il y a quand même une marque un peu, donc une exigence. C'était plus intense aussi. On avait du fitness tous les matins, on avait des cours tous les jours à 9h. Enfin, voilà, on avait vraiment... et c'était un panel un peu plus large aussi. On avait des cours plus spécifiques, on avait des claquettes, on avait du hip-hop, on avait du classique, on avait plein de choses différentes. Et des profs... des profs super. Après, j'ai eu des super profs aussi au conservatoire. Globalement, j'ai eu des bons professeurs. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais voilà, quoi, une autre expérience. J'ai rencontré d'autres gens, évidemment. Les gens de ma classe. Enfin, un autre milieu. Tout en étant un peu le même, mais voilà, tout aussi enrichissant. C'était trop bien. Exceptionnel et coccinelle vraiment sur mon Ouais, micro. je Je sais que tu l'as trop vu. mignon. Ça, c'est le sud. Ça arrive rarement en interview du coup. Ah bah, ouais. Mais du coup, justement dans ce choix de vie qui est hyper bien, hyper courageux, il y a souvent, et on en a parlé de ça, de les parents, à quel point ça avait un rôle. Toi, tu as dit que tes parents étaient quand même dans ce domaine. Donc, ça a un avantage du fait que tes parents ne t'ont pas dit, mais c'est pas un secteur, c'est pas un métier, enfin, tu sais, tous ces trucs de redondants, de fermeture de secteur qui est quand même hyper dur et un peu flou d'extérieur. Et à la fois, peut-être qu'ils étaient tellement bien placés pour te dire que c'était complexe. Donc, quel a été, tu vois, leur comportement avec toi vis-à-vis de ce choix que tu faisais? Bah, en fait, mes parents... Alors, mes parents font plein de choses différentes aussi. Enfin, je pense que je tiens ça à deux, je pense aussi. Ouais. Côté un peu versatile. Mes parents sont comédiens, mais ma mère est aussi chanteuse. Mon père est aussi réalisateur, scénariste, auteur. Ma maman est aussi prof de théâtre. Enfin, ils font plein de choses différentes. Ouais. Ils ont une belle histoire en plus de rencontres. Ils se sont rencontrés à Paris, au conservatoire. Mon père était en classe de théâtre, ma mère en classe de chant. Les deux professeurs ont décidé de fusionner les classes pour faire une comédie musicale. Toi, t'as pas fusionné du coup en Moi, j'ai pas conservatoire? fusionné. Moi, j'étais déjà fusionnée, moi. Ok. Ils ont décidé de faire une comédie musicale. Et qui jouait les deux rôles principaux des amoureux? Mon père et ma mère. Ils sont tombés amoureux sur cette pièce. Et depuis... Enfin, depuis, non, ils se sont séparés. Mais ils ont vécu 8 ans ensemble quand même. Je raconte toute leur vie, ça se trouve. Mais je trouve ça beau, quoi. Je trouve que c'est une belle histoire. Et le fait qu'ils soient rencontrés au cœur de l'artistique, j'imagine... Enfin, ça a une belle image, quoi. Ça nous a laissé une belle image avec ma sœur, je pense. Donc ils sont très touche à tout. Et oui, pour revenir à ta question, ils nous ont... Enfin, moi, en tout cas, ils ont toujours senti, je pense, que je voulais faire ça. J'ai jamais... j'ai toujours montré... C'était pas une surprise du tout. Ouais. C'était pas une surprise. J'étais très... Enfin, dès petite, j'ai voulu faire ça. Donc, ils ont été vraiment derrière moi. Déjà, moi, j'ai commencé jeune en termes de... Enfin, en tant que comédienne, j'ai joué dans une pub à 6 ans. Donc j'étais déjà un peu dans le bain à 6 ans, mais c'était pas contre mon gré, quoi. C'est vraiment, en plus, c'était moi qui avais demandé à passer le casting. Enfin, j'étais un peu ils me laissaient faire un peu ce que je voulais. Et bref, et du coup, ils m'ont suivi là-dedans, en se disant, bon, bah, si c'est ça qu'elle a envie de faire, elle veut faire ça. Et ils m'ont surtout dit, par contre, si c'est ça que tu as envie de faire, il faut que tu te donnes à fond, il faut que tu le fasses à fond. Il faut que tu le fasses vraiment, sachant que c'est difficile. Eux, ils ont l'expérience d'artistes. Ils savent que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, il y a des galères.
ça peut mettre du temps, c'est pas voilà quoi, il y a les artistes connus, puis t'as tous les artistes qui bossent, qui travaillent, qui font, mais qui sont des gens, voilà quoi. Moi, quand je disais mon père il est comédien ou ma mère elle est chanteuse, on me disait ah bon, c'est qui? Je dis le nom et les gens ils sont ah je connais pas. Il est vraiment comédien, elle est vraiment chanteuse. T'es là, bah ouais. En fait, c'est leur travail. Ils travaillent. En plus, ils ont fait des pièces, ils ont fait plein de trucs, mais ils avaient pas forcément le nom qui a percé, qui est connu. Donc déjà, moi, ça m'a enseigné qu'on pouvait travailler sans être célèbre. Et du coup, ça m'a, enfin, je pense que ça m'a mis dans un bon état d'esprit de me dire, je fais ça pour l'amour de l'artisanat, de l'art, on fait ce qu'on aime et pas pour l'envie de la fame ou de... Déjà, moi, je trouve que ça m'a mis un bon socle et... Enfin, j'y réfléchis maintenant, mais à l'époque, je me posais même pas la question. Et donc, ils m'ont juste dit, par contre, ça va pas forcément être facile, il faut que tu y ailles à fond. Tu peux pas faire plein de trucs à côté. Enfin, si vraiment t'as envie de ça, on te soutient, mais il faut y aller à fond, quoi. Voilà. J'ai vu, tu viens de me parler de casting, du coup, ça me fait penser à ça, mais j'ai entendu dans une interview que t'en avais fait beaucoup, mais vraiment beaucoup des castings. T'as dit hyper jeune, en plus 6 ans. Du coup, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Parce que j'ai vu que t'avais fait des pubs, t'avais fait pour des films, des séries. Comment ça se passe un peu, tu vois? Alors, c'est vrai que comme j'ai tout mélangé, j'ai fait beaucoup de choses. Notamment le fait de vouloir devenir actrice, de jouer au cinéma. C'est vraiment une chose, une des parties de mon arc. J'ai beaucoup travaillé. J'ai pris des cours de théâtre, etc. Mais j'ai beaucoup travaillé avec mon père aussi, qui a été aussi prof de théâtre et qui est un très bon coach de casting, entre guillemets. Et je me souviens d'avoir beaucoup travaillé de scène avec lui. Et puis après, dans mes études, de toute façon, l'acting est très présent. Moi, j'adore jouer. C'est vraiment un de mes objectifs de pouvoir travailler là-dedans. Plus que maintenant, parce que je l'ai fait un petit peu. Et en fait, le parcours, entre guillemets, c'est que du coup, j'ai commencé par une pub à 6 ans. Et ça, c'est pas l'avion, ça. Hein. C'est pas l'avion. C'est plus tard, ça. Okay. L'avion, c'est plus tard. Moi, j'ai que la rêve de l'avion. Mais du coup, ouais, l'avion, c'était il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. Ah oui, c'était... Oui, ok, je pensais que c'était quand même plus vieux, mais... Non, mais disons qu'en fait, j'ai fait beaucoup de casting de séries, de petits courts-métrages. J'ai joué dans des courts-métrages. Et puis j'ai fait surtout de la pub, ce qui est un peu le plus facile à décrocher, en fait. Mais ce qui est pas le plus enrichissant, mais qui est quand même marrant à faire. Mais c'est vrai que les places sont chères. Il y a beaucoup de monde qui veut faire ça. Il y a pas... Voilà. Faut s'accrocher, c'est dur. Ouais, mais je pense que, tu vois, quand tu commences à faire ça, tu dois être tellement mentalement prête pour derrière, tu sais, des premières parties et autres. Parce que Ah oui. Parce que je me dis quand même, selon ce que tu fais, je sais pas, j'en ai jamais fait, mais quand t'en as fait beaucoup, des fois t'es un peu un numéro, quoi. T'es un peu, ok, il y a genre 50 personnes, allez à telle personne, pam, tu restes pas longtemps. Ça doit te forger quand même. Franchement, les castings, c'est en fait, faut en faire. Parce que au début, t'es terrorisé, et puis en fait, plus t'en fais, plus c'est facile. Mais c'est pas les meilleures parties, quoi. C'est toujours dur, tu te prends des vents, tu bosses, t'as l'impression de bosser dans le vent, en fait. Ouais, parce que t'apprends des textes, des scènes. Et puis au final, la plupart du temps, c'est non, quoi. Parce qu'ils prennent quelqu'un qui est plus grand, qui est plus... Enfin, une fille plus jeune, une fille brune, en fait, les critères sont trop... Bon, bref. Donc moi, j'en ai passé beaucoup. Mais j'ai bien aimé ça, ça forge, tu vois. Ça permet d'oser, ça apprend à travailler, quoi. Au final, juste sans forcément de résultats, ce qui est quand même assez enrichissant, ça forge le caractère. Et puis après, dans mes études, le théâtre, ça m'a aussi permis de pouvoir défendre des rôles, ce qui est un truc qui est génial. Et voilà, quoi, je sais pas, c'est... Dans mon adolescence, voilà, j'ai passé beaucoup, j'ai joué un petit peu. J'ai trouvé un agent, mais assez tard aussi, donc voilà, en général, plus tu trouves tôt, mieux c'est. Enfin, il y a plein de critères.
Mais c'est vraiment un milieu... Enfin, c'est vraiment en tout cas un exercice que j'adore et j'adore jouer, j'adore incarner un personnage. Et de toute façon, je le fais à peu près tout le temps, même sur scène, quand c'est moi, il faut quand même Que tu incarnes pleinement ton incarner. rôle. Et puis, il faut transmettre chaque mot, en fait. Donc, pour moi, c'est comme le théâtre, c'est comme chanter une chanson de comédie musicale. Il faut interpréter tout ce que tu dis, tout ce que tu fais pour réussir à le transmettre au public. Donc, que ce soit une de mes chansons ou un texte de Pomera ou juste, voilà. De toute façon, il faut être là, il faut le jouer, il faut être présent. Enfin, le jouer. Pas de manière fake, mais il faut être au service du texte, toujours. Et en plus, là, tu as déjà pas mal parlé de théâtre et ça se voit que c'est un truc important pour toi. Et en plus, je trouve que moi, j'ai pas fait de théâtre du tout. Et avec le recul, je me dis que ça aurait été bien. Et je trouve que c'est presque un truc qui devrait être obligatoire jeune. Parce que, tu sais, on est tous dans notre quand même réalité de un peu fermé, un peu d'avoir peur, toujours d'avoir honte, tu sais, chercher juste d'être dans le juste milieu social, tu vois. Ouais. Pas faire trop de vagues, faire le truc stylé, mais pas le truc trop... qui est plus stylé maintenant. Enfin, tu sais, il y a un truc de mode et tout. Et du coup, on n'assume rien. Et moi, par contre, j'ai eu pendant mes études de la prise de parole. Des cours où il y avait de l'impro, il y avait de la gestuelle, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, plus tout l'inconfort, tu vois, de mettre podcast comme ça à mesure, de tester des choses un peu comme toi, tu vois. Ouais. Je trouve que ça favorise l'épanouissement, tu sais, dans la vie, de tester des trucs un peu nouveaux, de se pousser. Et la prise de parole et le théâtre, ça contribue à ça. Il y a carrément, on a vu une chute. De partout. Une chute de coccinelle. C'est vraiment arrivé comme de la pluie, quoi. C'est trop mignon. Bah ouais, forcément. En fait... Moi, je pense que c'est aussi... Faut jamais forcer les gens, tu vois. Il y a des... Non, carrément. Je pense qu'il y a des gens, des enfants qui sont pas faits pour ça, puis qui n'aiment pas être... tu vois, des gens vraiment très timides. En fait, faut tomber sur les bons profs, parce que il y a des profs de théâtre qui sont tyranniques, qui sont pas pédagogues. J'en ai pas... C'est pas mon cas, j'en ai pas rencontré des comme ça, mais je sais que ça existe, et je sais que c'est dur pour certaines personnes qui se sentent démunies, en fait, face aux exercices et au fait de devoir se mettre face au monde, aux autres. Donc, je pense que ça peut être amené de manière progressive et ça peut être hyper bénéfique, mais c'est pas non plus fait pour tout le monde. Je pense que ça peut être une souffrance pour certains. Et faut pas... Mais c'est vrai que de toute façon... Mais il y a une partie de ça qui favoriserait quand même l'épanouissement, de sentir pleinement soi et surtout par rapport au regard des autres qui est quand même très présent, je trouve. Je pense que ça fait redescendre la pression, en fait. Une fois que tu t'es mis, entre guillemets, en ridicule devant les gens, une fois que tu t'es exposé, que tu as dépassé une peur de dire un texte ou de jouer un truc, même des exercices tout bêtes de théâtre, des exercices de clown, parce que le clown, c'est une vraie discipline aussi, du fait de se mettre en ridicule devant les autres et tout. Ouais, non, carrément. Et vraiment, une fois que tu as dépassé des trucs comme ça, je pense que tu peux être renforcé, quoi. Tu peux... Ouais, grave. Et du coup, on parlait des covers qui ont mené à pas mal d'opportunités, qui t'a fait aussi rencontrer beaucoup de labels, avant celui qu'on connaît maintenant, sur lesquels on va pouvoir... C'est marrant, parce que quand j'ai fait Loïc, faudrait que je regarde, mais je crois qu'il a dit pareil. Mais je sais pas pourquoi. Mais je crois que dans la maison, c'est très Loïc, non ? C'est notre mojo. Je crois que c'est Loïc qui l'a lancé, mais c'est vrai que Bonne Étoile dans la maison... Il y a vraiment dans la maison très maison, souvent. C'est vrai. Et en plus, là, c'est vrai. C'est dans ta maison. C'est dans ma maison. Mais ouais, et donc il y a eu toutes ces rencontres avec les labels, donc avant Bonne Étoile, mais tu peux m'expliquer un peu déjà la démarche, tu vois, parce qu'en vrai, pareil, les gens entendent du mot label, mais c'est dur de savoir qu'est-ce que ça apporte même, en fait, un label, sans forcément aller dans les détails, mais du coup, pourquoi cette démarche ? Comment ça s'est passé, tes rencontres avec tous ces labels ? Alors du coup, donc moi j'étais dans mes études, je lance ce truc-là, cette chaîne YouTube, ça marche. En parallèle, je rencontre Jules Jagonelli, qui est mon premier binôme, la personne avec qui j'ai commencé à faire de la musique. Et j'avais rencontré d'autres personnes aussi en parallèle qui commençaient à me démarcher, entre guillemets, à me dire « j'aime bien ce que tu fais ». Moi, j'ai une boîte, j'ai une structure, j'ai rencontré des gens chez Sony, des structures indépendantes. Et je me suis dit, il faut que je me bouge parce que j'ai une porte qui s'ouvre et j'ai pas de matière. C'est-à-dire que j'écrivais un peu mes chansons comme ça, mais j'étais pas
préparé, j'avais pas un album de prêt, j'avais pas... Enfin, je découvrais. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse de la matière parce que j'ai envie, j'ai des choses à dire, je fais de la... Enfin, tu sais, écrire des chansons à la guitare, je le fais depuis que je suis petite, même si avant c'était des chansons en anglais, des trucs un peu débiles, mais je sais que j'avais ce truc-là que j'avais quand même envie d'exploiter. Et donc, au final, toutes ces rencontres n'ont pas donné grand-chose parce que j'avais pas assez, en fait, de matière artistique. J'ai rencontré donc Julia Connelly avec qui on a fait de la musique ensemble. On a composé mes premiers sons ensemble, donc Trop, qui est le premier son qu'on a sorti. Et voilà, on a fait notre petit chemin tous les deux. On a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de studios, j'ai beaucoup écrit. Et à partir de là, on a commencé à rencontrer des gens parce que lui était déjà dans le milieu, donc il avait des contacts aussi. Et je pense qu'à partir du moment où les gens ont dit « Ah, la petite meuf des réseaux sociaux, ah, Julia Connelly, mais on le connaît, hop là, un coup de fil. Du coup, tu bosses avec Olympe, ah, on est chaud de faire une rencontre, machin. » Ce qui fait qu'on a rencontré plein de gens. Mais en fait, on n'avait pas besoin de gens. C'est-à-dire qu'on avait notre petite structure qui marchait. On avait décidé de sortir des sons en indépendant. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait sur les 2 premiers morceaux. On les a sortis tous les 2 en indé. Et voilà, quoi. En fait, pour l'instant, on n'avait pas de besoin de signer avec quelqu'un. Les gens qu'on a rencontrés, ça n'a pas été des coups de cœur, même si c'était des gens très gentils qui faisaient leur travail, tu vois. On n'était pas forcément conquis par... on s'est dit, c'est cool, ils sont motivés et tout, mais ils vont pas forcément nous apporter quelque chose. Et puis, il faut savoir que signer, il y a des contraintes aussi. Donc, on s'est dit, il vaut mieux garder nos avantages. Et puis voilà, on a sorti les 2 premiers sons. C'était trop bien, ça a marché. On a été hyper soutenus par Spotify, par les plateformes. Vraiment, tout le monde était derrière nous. Ça a fait des super bons scores. Enfin, moi, j'étais trop contente, quoi. J'étais là, c'est cool, on peut s'en sortir seul, quoi. Il y avait personne avec nous, quoi. Et je me suis dit, c'est cool, ma musique, elle marche, voilà. Et puis, on s'est un peu heurté. Alors déjà, moi, j'étais en plein dans mes études, j'avais beaucoup de choses à faire, il y avait le Covid, enfin, j'ai plus exactement les périodes précises, mais je sais que c'était un peu le bazar. Et à un moment, on s'est rendu compte que potentiellement, on allait avoir un peu besoin d'aide quand même, notamment besoin un peu d'argent pour développer le projet, peut-être besoin de plus de réseau, même en termes de concerts, pour trouver des concerts et tout. Et à ce moment-là, je sais plus, dans la période, Big Flo et Oli m'avait envoyé un message, j'avais répondu en positif. Il m'avait dit oui, on a ouvert notre label, on cherche des signatures, on aime bien ce que tu fais. J'avais dit pas grave, on peut se rencontrer. J'avais pas eu de nouvelles pendant 1 an. Voilà, beaucoup de gens connaissent cette histoire, mais elle est lunaire. Ils m'ont pas calculé pendant 1 an. Et ils sont revenus 1 an après en mode mais attends, on s'était pas vus, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais là, vous m'avez ghosté. Et ils étaient en mode attends, on va se faire une rencontre, désolé et tout. Moi, j'étais pas forcément en mode on va signer, mais je voulais bien les rencontrer, quoi. Je respectais vachement leur travail. Et voilà, on s'est rencontrés, ça a été un coup de cœur. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas posé la question très longtemps. Ouais. Je me suis dit, c'est cool, ils sont artistes, ils sont jeunes, ils comprennent ce que je fais. Ouais, ce que tu vis. Ils comprennent, ils ont tout vécu déjà, quasi. Ils peuvent tout anticiper. C'est pas que le boss de label qui va te parler, dire des grandes te phrases. dire des grandes phrases. Eux, ils me disaient des trucs qui étaient durs, hein, des fois, mais au moins ils me parlaient vrai. Ils me disaient, ils me promettaient pas la lune en mode on va te faire percer en 2 ans et tu vas devenir. Ils étaient en mode tu vas en chier, ça va être dur, mais par contre on va être avec toi et tout. J'étais là, franchement c'est carré. Et voilà, on est parti avec eux, on a signé avec eux. Et du coup, j'ai bien fait, parce qu'après, j'ai signé aussi en parallèle avec Bleu Citron, qui est mon tourneur, qui viennent de Toulouse. Et alors là, le début de la scène, et c'est vrai que ça a développé mon projet aussi de faire de la scène et de faire mes chansons sur scène. Ça a ouvert une dimension, et j'ai appris ce métier, en fait, que je ne connaissais pas. Enfin, je le connaissais d'une autre manière, mais je l'ai éprouvé différemment, quoi. Et quand, justement,
t'as ce message, parce que tu l'as dit, les labels, tu voyais pas trop, mais à la fois tu voyais quand même le frein de pas de pas se diriger vers ça, parce que c'est ce qui permet de se développer. Quand t'as ce message de Flo ou Oli, ou les deux, j'en sais rien, et que tu vois que pendant un an, il n'y a pas de réponse, est-ce qu'au début, tu t'es pas dit, j'ai rencontré plein de labels, là j'ai peut-être un truc, c'est un test, tu t'aurais pu te dire, tu sais, il y en a, je pense, t'aurais pu les plomber, Ouais. c'est tellement dur quand même. Je crois pas, parce que déjà, je faisais d'autres choses à côté. Ouais. Donc, j'étais pas. Ta vie ne reposait pas. Voilà, ma vie ne reposait pas. Ok. J'étais très contente de faire ce projet. Et voilà. Mais à l'époque, j'en avais pas non plus, et encore aujourd'hui, mais j'avais pas l'ambition d'en faire toute ma vie, quoi, vu que je fais plein de choses à côté. Et même si aujourd'hui, ça me prend beaucoup de temps, donc c'est plus difficile de faire d'autres choses. À l'époque, j'étais vraiment dans mes études, j'étais dans mes auditions de comédie musicale. Enfin, tu sais, je passais des auditions, je faisais des claquettes, j'étais en mode, je pensais pas à Big Flo et Oli, tu vois. normal. J'étais en mode, c'est pas grave. Et puis après, mais ensuite, quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment contente, quoi. C'était pas du fake, mais tout était assez naturel, quoi. J'ai pas eu vraiment de ressentiment ni rien. Et justement, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper présent, et bon, peut-être que ça peut aider tes expériences avant, mais ton rapport au stress, c'est un vrai sujet, je pense, dans la vie d'un artiste, parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont fait des belles carrières et qui, même longtemps après, ont quand même toujours ce truc très imprégné, tu vois, en eux, peut-être parce que c'est leur personnalité, ou tout simplement parce que c'est pas facile d'aller sur scène devant plein de gens, quoi, mais c'est quoi ton rapport à toi, surtout qu'en plus, toi, t'as quand même dans ta trajectoire, il y a eu des opportunités de première partie par Flo et Oli, etc., où il y a quand même vite eu beaucoup de gens, quoi. Quand tu fais des Bercy, Ça, des c'est Zénith. sûr. Ça, c'est sûr. Comment Ils t'as m'ont vécu foutu ce dans le truc-là grand bain direct, Ah quoi. ouais, là, Ils c'est m'ont là, dit, on est tiens, encore sur un vas-y. grand bain, ouais. Ah oui, clairement. Là, c'est le vrai, là, ouais. Bah, c'est sûr que déjà, moi, j'ai vécu le stress depuis... Enfin, le stress fait partie de mon métier d'artiste, entre guillemets. Parce que quand tu vas en casting, tu stresses. Quand tu vas en audition, tu stresses. Quand tu vas monter sur scène, tu stresses. Même quand tu fais la dernière répétition du spectacle, tu stresses. Ouais. Quand tu fais écouter une chanson pour la première fois, tu stresses. Quand tu la sors, tu stresses. Tu te dis, les gens, ils vont pas aimer, machin. Et alors là, j'ai découvert l'autre stress, le stress de la scène en tant que représentante, parce que défendre un projet qui a été écrit par quelqu'un d'autre, c'est quelque chose, mais défendre son projet, venir prendre la parole en disant « j'ai écrit ça, je vais vous le chanter et genre vous allez m'écouter », c'est autre chose. Et je peux te dire qu'au début, je me chiais dessus. Mais alors, vraiment, les premières scènes, j'étais en PLS, terrorisée. Genre, c'était un stress différent, mais vraiment, vraiment dur, quoi. Et en fait, le travail, plus tu bosses, plus tu fais des scènes plus aussi. T'es sur tes appuis, plus ton truc il est carré, moins tu vas stresser, plus tu fais des scènes. Évidemment, j'ai pas du tout le même niveau de stress aujourd'hui qu'il y a un an. Je t'ai pas senti très stress, moi. Non, ça va. T'as un petit truc en bien fond, sûr, quand même, qui est toujours... toujours. Mais je pense que si t'arrêtes de stresser, faut arrêter de faire ce métier. Mais il y en a beaucoup qui disent ça, c'est un peu une phrase bateau, mais je pense que c'est vrai. Parce que si tu stresses pas, ça veut dire que tu t'en fous. Ou alors que... Il peut arriver des choses, même à un mec qui perd... Ouais, puis le stress, ça montre que t'as envie de bien faire, que voilà, que tu t'en fous pas, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que... C'est pour ça qu'on parle de bon stress, mauvais stress. Le bon stress, c'est le stress d'avoir toujours envie de bien faire, et je pense que c'est le stress qu'il faut garder. Mais le stress qui te paralyse, il est pas agréable à vivre, et il faut réussir à s'en débarrasser. Et voilà, quoi. Moi, généralement, même au début, quand je stressais, une fois que t'es parti dans le concert, ça va. Ça peut revenir à des fois où tu te dis « Ah, les gens, ils sont plus avec moi. » Horrible. Mais en vrai, si t'es à ta place, que tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais pourquoi tu le fais... Enfin, pourquoi tu fais ça et que tu le fais d'une manière qui est... Enfin, voilà, quand ton envie, elle est là, je pense que ça va. En tout cas, moi, j'ai appris à le gérer de cette manière. Il y a une date super importante qui est quand même le point éphémère. Où, franchement, tu regardes des vidéos, tu te dis, les gens étaient vraiment là, quoi. Il y avait 300 personnes, c'est ça? C'est la première fois que j'ai parlé en interview. C'est vrai? Bah ouais, c'était il y a pas si longtemps.
Enfin, si, c'était. Ah, mais non, c'est pas la première fois. T'es ému carrément. C'est pas la première fois. Mais je suis émue, mais grave. Normal, C'est normal. pas la première fois. Mais du coup, dis-moi comment t'as vécu Mais ce incroyable, truc c'était incroyable. C'était incroyable. Bah, déjà, j'avais déjà fait une date solo, mais il y avait moins de monde. Je sais pas, je l'ai pas ressenti pareil. J'avais sorti moins de morceaux, donc les gens connaissaient moins. Là, j'ai eu vraiment un côté vraiment marée, en fait. Vraiment, toute la salle, entre 200 et 300 personnes, je sais pas exactement, mais qui chantaient en chœur. Chanter, ouais, tout simplement. Même les chansons qui n'étaient pas sorties. Ouais. Donc j'étais là, tu sais, les chansons qu'ils entendent sur les stories Insta, quoi, que je fais sur scène, mais qui sont pas encore sorties. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des fous. Et tu t'y attendais mais en arrivant? déjà... T'as réussi à garder quand même le cap Franchement, bah oui, parce qu'il faut bien, et puis parce que... Ouais, non, mais ça doit être perturbant quand même. C'est perturbant, mais j'étais tellement contente que j'avais envie de rendre, tu vois, j'avais envie de gérer le truc. Mais il y a plein de moments où j'ai perdu, pas mes moyens, mais où j'étais là... on le voit sur les vidéos, je suis là, oh là là, c'est trop, vous êtes trop gentils, vous êtes trop mignons. Mais c'était génial, quoi. C'était génial. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment quasi 100% de la salle, en fait. En fait, c'est ça qui fait... Des fois, t'as les premiers rangs qui sont avec toi, puis forcément, derrière, ça parle et tout. Comme ça, d'ailleurs. Là, je sais que tout le monde était avec moi, quoi. C'était incroyable. Incroyable. Et à l'inverse, t'as déjà eu des galères ou des trucs un peu... Oui. Bah, comme tu dis, les premières parties, c'est dur parce que les gens viennent pas forcément pour toi. Et moi, je me souviens à un concert, c'était une première partie de Camélia Jordana. Et les gens, je pense, s'en battaient les couilles, pardon pour l'expression, de Olympe Chabert. C'est normal, enfin, ça arrive. Et pendant le concert, déjà, il n'y avait pas d'ambiance. Normal, pas grave. On fait notre truc. Et là, j'entends dans la foule une bribe qui commence à sortir et à grossir, un petit Camélia, Camélia, pendant que je chante. Et alors là, là ça m'a piqué. Ah ouais. Je crois que c'est le pire que j'ai eu. Parce que quand les gens s'en foutent, bon bah ils s'en foutent. Mais quand les gens réclament c'est un peu que humiliant. Ça s'arrête vite, c'est humiliant et ça pique de ouf. Et là j'étais là. Bon, Camélia. Vite, qu'on finisse ce concert parce que là, Donc voilà. Mais honnêtement, tu vois, si je me souviens d'une anecdote précise, c'est que ça m'est pas arrivé souvent. Ouais. En général, les gens sont gentils, ils sont contents, ils sont à l'écoute. Mais bon, voilà. Je pense que là, ils avaient vraiment envie de voir Camélia Jordana. Mais c'était marrant. Ça reste un milieu, je trouve, où il y a beaucoup de déplacements, il y a une vie assez particulière. T'arrives à garder quand même un équilibre de vie, même social, tu vois, dans ce chaos un peu qui est la musique, même si c'est un beau chaos, mais ça reste un chaos un peu permanent, tu vois. Franchement, ça va. À mon niveau, je sais que, bah voilà, comme on partage beaucoup sur les réseaux et tout, ça peut donner l'impression qu'on est tout le temps sur la route, tout le temps à droite, à gauche. En vrai, les dates, c'est beaucoup le week-end. Il n'y a pas de date le lundi, mardi, c'est hyper rare. Enfin, voilà, c'est beaucoup le week-end. La semaine, je fais du studio où j'écris. C'est assez calme, en vrai. Enfin, voilà, quoi. Après, il y a beaucoup de déplacements. C'est vrai, là, on a pas mal tourné. C'est vrai que c'est fatigant. Mais ça laisse quand même la place pour le reste. Et puis, c'est quand même un style de vie où pas que tu choisis tes horaires, mais moi, en dehors des concerts, c'est quand même moi qui choisis quand je vais en studio... à quelle heure, pourquoi. Enfin, je choisis aussi je fais mon planning en fonction, ce qui fait que si j'ai besoin de voir mes amis, si j'ai besoin de prendre une journée où je vais voir personne, enfin, je peux le faire. Donc c'est quand même hyper, c'est vraiment libre, quoi, comme style de vie. Et justement, t'arrives à tenir des plannings parce qu'à l'inverse, avoir la liberté de choisir, c'est aussi pas simple de. Moi, j'ai pas une personnalité très organisée. Ni très, comment dire, carré. Enfin, je sais qu'il y a des gens rigoureuses. Voilà, il y a des gens Après, l'art, c'est dur d'être rigoureux. L'art, c'est très dur. On va dire ça. Mais il y a des artistes qui ont des emplois du temps dans la tête, qui arrivent à, tu vois. Moi, je suis un peu brouillon dans mon style de vie, donc c'est bien, j'ai besoin. Super valorisant. Non, mais ma vie, c'est un brouillon. En fait. J'ai besoin d'être cadrée, tu vois. Genre, quand j'étais en école, j'étais vraiment bien. J'ai besoin, mais pas trop. En fait, il faut trouver l'équilibre, quoi. C'est-à-dire que
si j'avais aucun cadre, je pense que j'irais pas bien parce que j'arriverais pas moi-même à me mettre du cadre. Donc, un peu de cadre, c'est bien. Les dates, faut être là, faut répéter, faut aller au studio, bah, normal, et puis c'est ce que j'aime aussi. Mais, dans un métier, je pense, où c'est bureau de 9 à 17, je pense que je serais pas bien, je serais pas heureuse, c'est pas mon tempérament. Donc, un équilibre entre les deux, c'est bien. C'est ce qui me va, c'est ce qui me convient, d'avoir la liberté de pouvoir faire plein de choses, mais aussi d'avoir un petit cadre pour pas finir par rien faire. Parce que moi, j'ai tendance aussi à faire ça, c'est que quand j'ai pas de fil rouge, je peux aussi me renfermer et réussir à rien faire de moi-même. Et c'est horrible, en vrai. C'est horrible. Mais ouais. On est beaucoup à être comme ça, j'ai l'impression. Hein. Je te tente une petite interprétation d'un truc, tu me dis ce que t'en penses, mais du coup, dans les musiques que t'as pu faire pour l'instant, il y a quelques trucs qui ressortent. L'amour est quand même assez présent dans tes textes. Il y a une forme de pessimisme sur l'amour, globalement, même si je pense si on creuse des choses, pas sur tout, mais globalement, il y a une forme de pessimisme dans la vision des choses parce que tu racontes ou montres. Et c'est assez drôle parce que du coup, c'est drôle, c'est un très mauvais mot du coup, mais quand on pense à ça, ce truc un peu pessimiste, et après qu'on pense à, typiquement, je t'avais vu en interview dire le label de Flo et Oli, j'aurais demandé 50 fois, on est d'accord que je pourrais toujours faire ça, on est d'accord que je pourrais toujours faire ça, même si t'avais confiance, mais je pense que t'as une nature tellement libre que du coup, prudente. Tu sais, t'étais prudente, un peu méfiante, etc. Et t'as sûrement raison. Ouais. Mais du coup, il y a ce truc qui est quand même présent. Et du coup, je me dis, est-ce que ton pessimisme lié à l'amour dans ce que tu racontes, il est pas lié au fait que tu sais, t'as une forme de liberté qui fait que l'amour comme dans un label, il y a une forme d'engagement, tu vois, qui peut faire peur quand on est libre. Oh là là, c'est deep là, c'est deep, mais j'adore. Mais là, tu m'as cerné, oui, bah bien sûr. Alors là, moi, je suis trop cynique de base. Je sais pas d'où j'hérite ça, de mon père sûrement. Je sais très bien d'où j'hérite ça. Je sais pas pourquoi je dis, je sais pas. C'est mon père, il est trop cynique. Et pourtant, mes parents, ils ont vraiment, ils ont ce côté romantique. On se donne, on est amoureux, on est à fond. Mais je sais pas, j'ai senti que le discours de mon père, il avait changé au fil des années. Il m'a quand même assez imprégnée de ce côté, l'amour, bon, ça existe, mais... Enfin, ça existe ou ça existe pas, mais... Ça va, ça vient, quoi. Ça va, ça vient, et puis le mariage, il y croit pas, et je pense que j'ai été assez éponge là-dessus, et ça a pas dû être facile pour mes partenaires, je pense, parce que j'avais un côté... moi, jamais je me marie, jamais je promets quoi que ce soit, je peux pas m'engager, on peut être amoureux, on peut être à fond, mais jamais se dire, en fait, faire une promesse que je ne sais pas si je pourrais tenir, ça me paraît absurde, en fait. C'est-à-dire, on peut pas prévoir l'avenir, et c'est vrai que pour assurer ses arrières, c'est important de poser les bases. Donc, je pense que quand tu fais le parallèle avec le label, c'est marrant. C'est vrai, oui, le côté histoire d'amour. C'est-à-dire que on signe un espèce de contrat, comme en amour, tu signes pas, mais tu t'établis un contrat avec quelqu'un, voilà, on va pas voir ailleurs, on fait ci, on fait ça. Ouais. Le label, c'est pareil. Et il faut s'assurer qu'on va te laisser quand même libre d'être qui tu es. J'ai entendu tellement d'histoires de gens qui se sont retrouvés menottés par leur label dans le côté ils sont bloqués, ils peuvent plus rien faire, les équipes changent, blablabla, plein de bazar, que j'avais hyper peur, et je me suis dit il faut vraiment que j'assure mes arrières, que je leur demande. Ils ont été très clean là-dessus, ils m'ont dit c'est toi qui auras le dernier mot, et ils respectent vraiment cette parole, donc c'est chouette. Mais c'est vrai que j'ai une tendance un peu pessimiste, un peu fataliste, notamment du coup dans mes chansons, qui parle pas mal d'amour, mais qui parle toujours un peu... Enfin, c'est un peu ce que j'avais dit dans le côté... Même quand c'est des chansons d'amour, ça parle aussi de le côté générationnel, le côté qu'a notre génération d'être pessimiste, en fait, et d'être cynique.
Ah, c'est vrai que tu chantes beaucoup cette génération. Ben ouais, ce je qui sens- pense et ce je qui fait que sens, les en gens fait. aiment ce que tu fais, je pense aussi. Bah, je sais pas s'ils aiment, mais en tout cas, moi, je m'inspire d'eux, je m'inspire de mes connaissances, de mes amis, et surtout de cette ambiance, même sur les réseaux sociaux, j'ai senti, pour avoir eu une adolescence compliquée, un début d'entrée dans la vie d'adulte surtout compliqué, assez dur, même si je faisais des choses qui me plaisaient, mentalement, c'était compliqué. Et du coup, j'avais les réseaux et j'ai senti, tu sais, j'ai eu accès à des communautés de gens de mon âge. Il y avait beaucoup d'autodérision sur le mal-être, les envies, des fois de suicide, le côté on sait pas où on va, on sait pas ce que va devenir la planète. Il y a un peu un truc d'avenir incertain. Et du coup, c'est pas qu'on se complaît dans notre tristesse, mais un petit peu. Il y a un peu un côté de ça devient notre marque de fabrique. Fataliste. C'est fataliste et puis on finit par en rire, ça devient un peu notre truc de on est la génération déprimée et la génération un peu désabusée en fait. Et ça, je l'ai vachement ressenti. Après, quand t'écoutes en plus du rap, des trucs comme ça, il y a ce côté-là aussi où le sujet est vachement traité. Donc je pense que ça a été mon angle un peu mais inconsciemment, hein, d'attaque. Et donc même quand je parle d'histoire d'amour et tout, il y a ce côté, tu vois, dans Mater, il y a le côté, j'ai pas réussi à m'engager alors que j'étais amoureuse. Roméo et Juliette. Non, c'est toi qui dis le mot engagement. Bah oui, mais c'est ça, Ouais. Roméo et Juliette, c'est on s'aime tellement et on est tellement malheureux qu'on va mourir ensemble, c'est une autre forme de cynisme, mais c'est toujours tout peut être un peu lié. Je pense que c'est vraiment l'angle d'attaque un peu de ma musique, mais sans vraiment que je l'ai choisi ou conscientisé, quoi, mais j'aime bien. Et du coup, on a beaucoup dit le mot pessimisme là. Ouais. Juste avant, j'ai parlé de questions, point éphémère, ton évolution, le label, les trucs qui se passent hyper positifs. Grave. Est-ce que ton pessimisme n'a pas été un peu toqué par l'optimisme qui est arrivé en mode oh, c'est quand même cool ce qui se passe. Est-ce que tu vois, ça influence pas du coup un peu peut-être ton état d'esprit et donc peut-être ta façon de faire la musique, etc. Mais je vais te dire, pour moi, le meilleur exemple sur ta question, c'est le deuxième album d'Orelsan, Le Chant des Sirènes. Il raconte son apogée, quasi, son entrée dans le monde du succès. Et il le raconte tellement bien. C'est-à-dire que tu sens le Aurel d'avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'état d'esprit, mais il te raconte comment, oui, il vit des choses positives, mais le négatif n'est jamais très loin. Ouais, un peu ancré en lui. Et surtout autour de lui, quoi. Il arrive à choper parce que chanter le bonheur, c'est cool, mais quand c'est pas ta patte, il faut réussir à trouver dans l'épanouissement, il faut réussir à trouver ce qui est négatif et ce qui va créer du relief en fait. Et puis lui, je trouve qu'il réussit trop bien sans se plaindre, sans dire je suis pas reconnaissant ou j'en ai rien à foutre du succès. Non, on sent que il est à sa place et tout, mais il te raconte les choses telles qu'il les vit, c'est-à-dire je sens que je suis plus assez présent pour ma famille, je sens que il y a des vautours autour de moi, les gens me parlent plus pareil. Il réussit à te raconter le truc et je pense que c'est vraiment un exemple, moi, que j'essaye j'essaie de prendre exemple, en tout cas, de me dire il faut réussir à raconter ce qu'on vit honnêtement, en fait, et après d'une manière à ce que ça parle aux gens, mais c'est pas parce que on vit des trucs positifs qu'il y a rien à raconter. Et il faut réussir, et puis en plus même quand ça va bien, ça va toujours mal, enfin de toute façon moi j'ai pas envie d'écrire sur du faux, j'y arriverai pas, j'écrirai sur ce que je ressens, et je pense que le mieux c'est que ça ressorte de la manière dont ça doit. Là j'ai écrit récemment une chanson sur la scène, et j'ai essayé d'être le plus honnête possible sur mon ressenti. C'est pas négatif, mais c'est un peu triste. Et pourtant, je suis toujours heureuse de jouer, de chanter. Mais je trouve que, si on a envie de raconter des choses, il faut être honnête avec soi-même. Ça sortira toujours
d'une manière assez pure, je pense. Tu es en train de parler de la scène, etc. C'est quoi un peu tes petites projections? Il y a eu pas mal de singles, ça avait parlé d'EP. Puis finalement, ça s'est dit peut-être l'album. Ça a été le bazar. Ça en est où un peu pour toi? Sachant que j'ai changé de modèle, j'ai changé d'équipe, j'ai rencontré de nouveaux gens, dont des nouvelles personnes avec qui j'ai composé, fait de la musique et tout. Donc ça a un peu mis le projet dans tous les sens. Et là, on a réussi à recentrer. Moi, en tout cas, j'ai réussi à retrouver un peu vraiment ce que j'avais... Enfin, voilà, mince, je perds mes mots, c'est la fin. Le chemin que tu voulais prendre. Le chemin, voilà, le chemin que j'avais envie de prendre. Et on a pensé à sortir des EP, des trucs comme ça. Mais moi, je me suis dit... Enfin, on s'est dit, le mieux, c'est quand même un album... Parce qu'il y a trop de chansons, en fait. J'ai trop de brouillons, même des chansons finies, j'en ai beaucoup. Ah oui. Et j'ai envie j'ai envie qu'il y ait un vrai projet qui sorte avec beaucoup de matière. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et donc, voilà. Donc là, on est vraiment sur la finition de cet album. Et j'espère. Je ne veux plus dire de date parce que je sais qu'à chaque fois, c'est faux. Parce qu'on ne peut rien prévoir. Voilà. Je m'engage plus parce qu'on ne peut rien prévoir. Ça peut à tout moment partir dans tous les sens. Mais j'espère que l'album va sortir bientôt. Voilà. Du coup, toi qui as tellement de choses, d'idées, et c'est ça qui est trop bien aussi. On en avait parlé d'ailleurs tout à l'heure de ce truc. Au contraire, c'était peut-être même génial d'avoir plein d'idées parce que du coup, ça pouvait te faire prendre des routes peut-être encore mieux que si tu étais resté dans un cadre précis. Dans 5-10 ans, là, tu te vois en mode... si on peut te souhaiter, tu vois, le truc un peu idéal pour toi dans 5-10 ans, est-ce que tu serais genre une grande chanteuse ou est-ce que t'aurais, je sais pas, tu ferais de la musique mais t'aimerais avoir fait en même temps du cinéma? Franchement, j'aimerais... le mieux qu'on puisse me souhaiter, c'est que je puisse tout faire, en fait. J'aimerais bien avoir le temps, les opportunités de tout faire. Moi, mon rêve aussi, c'est quand même d'être premier rôle dans une comédie musicale. C'est quand même est-ce que incroyable. Est-ce que t'as pas lâché? Est-ce que t'as jamais lâché? Ce que je lâcherai pas. Premier rôle au cinéma, incroyable. Même pas premier rôle, je dis premier rôle, mais ça sert à rien. Un beau rôle qui me plaît, qui me va aussi, puisque voilà, ça sert à rien d'être casté pour être casté, mais des rôles à défendre sur scène, comédie musicale ou derrière la caméra. Je sais que j'ai à donner, tu vois, sur... c'est peut-être présomptueux de dire ça, mais en tout cas... C'est un ressenti. Quoi ? C'est un ressenti. C'est un ressenti. En fait, j'aime tellement ça, jouer, que je serais frustrée de passer à côté de l'expérience. Parce que je sais que j'aime ça et que j'ai envie d'apprendre encore plus là-dedans. Donc, si vous voulez me caster au ciné, allez-y. Mais un petit rôle pessimiste. Un petit rôle, n'importe. Non, même des rôles marrants, en vrai, mais... Enfin, n'importe. Non, je rigole. Je prends pas tout ce qu'il y a, mais... En tout cas, j'ai envie d'ouvrir les possibilités et d'avoir le temps de faire plusieurs choses et les opportunités, parce que c'est tellement dur de rentrer... Enfin, tu vois, il y a beaucoup de monde, c'est normal. Donc, on peut me souhaiter ça. Aussi d'avoir réussi à sortir mes albums, mes projets, mes musiques, de continuer à être inspirée et d'être une artiste complète comme ils peuvent l'être aux États-Unis, là où c'est beaucoup plus open et ils peuvent être chanteurs, danseurs, claquettistes, pop stars et genre ils peuvent être tout en même temps. Je trouve qu'en France on a un poil plus de mal. C'est vrai. Si seulement dans 10 ans je pouvais avoir 30 projets à mon actif et juste continuer à être épanouie dans l'art, ce serait trop bien. Et j'avais un projet aussi que j'aimerais bien réaliser, moi j'étais dans un groupe de reprise des Beatles à l'époque, avant de commencer aussi, j'ai fait ça aussi, dans les bars, et c'était trop bien. Et j'ai toujours voulu avoir un groupe de reprise des standards de jazz. Parce que du coup, en comédie musicale, on a pas mal étudié le jazz et tout aussi. Et en fait, j'adore chanter ça. Et voilà, à un moment, j'ai voulu monter un petit groupe de reprises de grandes chansons de jazz. Et ça ne s'est jamais fait. Si ça peut se faire un jour, ce serait trop bien. J'ai toujours voulu être chanteuse d'opéra aussi, parce que j'ai commencé par le lyrique. Trop dur, pas le niveau en solfège. Un de mes rêves mis au placard, ça
ça, je suis frustrée. Si je me déterre à reprendre le lyrique et que j'ai le niveau un jour pour aller à l'opéra, ce qui ne sera pas le cas, mais on sait jamais, ou si je peux rechanter de l'opéra dans je ne sais quel contexte, pareil, je serais trop heureuse. Franchement, il y a plein de trucs. J'ai plein de trucs à faire encore. C'est bien, c'est des choses à Franchement, cocher. un peu trop, mais il y a le temps, de toute façon, la ouais. vie est longue. Mais voilà. On va rester sur ce petit La vie est Ouais, longue pour finir. La vie est longue, on a le temps. Merci Olympe, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Pareillement, merci à toi. Et je te souhaite vraiment le meilleur. C'est gentil. De continuer à être libre et de t'engager hyper facilement. Non, mais en tout cas, non, c'était vraiment un plaisir. Et puis merci du coup à vous qui avez écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à dire un peu ce que vous en avez pensé. Et puis à suivre Olympe, du coup, à découvrir sa musique pour ceux qui la connaissent pas. Voilà, Merci on beaucoup. se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo, et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'était un plaisir. Merci beaucoup.